Promutuelle Assurance est fier de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre émission de La Voix agricole. Cette semaine, nous parcourons 2 saisons, 2 territoires pour aller découvrir la production de wapiti du côté de Saint-Raymond et également nous allons découvrir la production d'alpaga du côté de Charlevoix. Alors, je vous souhaite une très belle émission d'été et d'hiver. Ah, pas pire, c'est correct? Quand arrive l'automne, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont être friands d'aller à la chasse, que ce soit la grande ou la petite chasse. Saviez-vous qu'en Europe, à l'époque de nos ancêtres, la chasse s'était vraiment réservée à l'élite, aux aristocrates? Ce qui fait que quand nos ancêtres sont arrivés ici, en Nouvelle-France, ils étaient émerveillés de savoir qu'ils pourraient chasser et utiliser les territoires qui étaient si vastes et si riches en gibier de toutes sortes. Alors, un peu comme les Amérindiens, ils se sont mis à rechercher l'orignal, le wapiti, la perdrix également, toutes sortes d'animaux comme ça qu'on trouvait dans nos forêts en abondance. Au 18e siècle, à un moment donné, on a tellement chassé que le gibier est devenu de plus en plus loin. Il faut aller toujours un peu plus à l'ouest, un peu plus au nord pour le trouver. Et de toute façon, on va avoir les cheptels à ce moment-là, le porc, le bœuf qu'on va avoir importé de France, qui vont un peu remplacer cette viande-là. Mais il va toujours y avoir des gens très intéressés à chasser quand même. Et au 19e siècle, ça devient déjà une activité un peu plus élitiste. Les gens vont dans les clubs de chasse et vont aller comme ça s'approvisionner en viande sauvage. Plus récemment, on va avoir des producteurs qui vont commencer à implanter ces espèces animales de façon à les élever et à pouvoir en proposer à leur clientèle un peu plus facilement. C'est le cas notamment de certains producteurs de cerfs, de wapiti, de sangliers, de perdrix également qu'on va retrouver au Québec. Au début des années 2000, ces gens-là vont se regrouper et vont former l'Association des producteurs de grand gibier du Québec et ça va donner comme ça une structure pour ces producteurs-là et évidemment de belles occasions pour les Québécois de mettre ces viandes-là dans leur assiette. Je conseillais à mon garçon de ne pas vouloir en avoir plus que 50. Parce que quand ça va bien, c'est facile d'en avoir plusieurs. Si ça va mal, à 50, ça peut se faire à temps partiel, étant donné qu'ils sont capables tous les deux. Si tu montes plus que ça, parce que j'en ai déjà eu 200 des animaux. Puis à 200, là, ça prend le temps d'une personne. Ça te nourrit de quoi, ces wapiti? Un wapiti, là, c'est pas compliqué. C'est une vache. C'est un ruminant, ça a 4 estomacs. C'est un mangeur de foin, un mangeur de grains. Il n'y a rien de compliqué. Des vétérinaires, des gens qui ont besoin d'un vétérinaire, puis les vétérinaires, ouais, disent, moi, on ne connaît pas ça. Ouais, mais imagine-toi qu'il est noir et blanc, puis que c'est une vache, pas compliqué. Élever, faire des clôtures, élever des animaux, leur donner du grain. Tu peux même faire des beaux animaux. Beaucoup de gens sont capables de faire ça. Mais ceux qui ne sont pas bons en marketing, c'est bien de valeur, mais les animaux, pour bien des choses, n'ont pas de crédibilité. Tu sais que celui qui veut acheter un mâle reproducteur, bien, il va acheter ça d'une ferme qui est reconnue pour avoir de la crédibilité, avoir une bonne génétique. On fait de l'insémination, mais il y en a qui n'en font pas du tout. On a couru toutes les expositions à grandeur de la province avec des animaux. Bon, c'est drôle, là. J'aurais aimé ça avoir d'autres éleveurs à côté de moi pour jaser de wapiti, mais il n'y en a pas. Fait que moi, j'ai jamais couru après les acheteurs. Les animaux sont capables de manger chaque côté. Ce genre de mangeoire-là, ça a été fait
un peu comme expérience, mais le succès est bon parce que ça empêche les oiseaux de venir se braquer dans la mangeoire et ça va empêcher la neige, la pluie de tomber dans la mangeoire. L'animal, tout ce qu'il fait, il pousse avec sa tête et il peut manger là. C'est pareil de l'autre côté. Ça, c'est une invention. C'est vous qui avez inventé ça? Bon, en premier, ça avait été fait pour mettre des balles de foin rondes, puis à un moment donné, c'était pas utile, puis j'ai décidé de... Vous avez patenté ça? Oui. Dans le moment, ils ont des gros panaches. On ne pourra pas servir de ça, c'est dangereux, puis ils brisent le panache. Ah, OK. Fait que ça sert une certaine période. C'est surtout là, durant l'hiver, à partir du mois de septembre. Est-ce que c'est dur de travailler avec ce genre d'animal-là? Non. Pas sauvage? C'est des animaux qui apprennent. Ici, dans le grand passage qu'on a en arrière de nous autres, vous avez remarqué qu'il y a des barrières des deux bords. Là, on vient juste de terminer le vêlage, alors les barrières sont ouvertes des deux côtés. À partir d'un jour qui va suivre, les barrières qui sont derrière nous vont être fermées. De manière à, quand on s'en vient avec des animaux pour qu'ils s'habituent à voir qu'il y a une barrière d'ouverte, c'est là qu'ils s'en vont. Puis les bébés sont habitués quand c'est en haut de même, puis après ça, c'est merveilleux de travailler avec ça. Ils vont le faire automatiquement à chaque fois. Aussitôt qu'ils voient que tu les manipules, s'il y a une barrière d'ouverte, il va s'en aller là. Fait que c'est pas... Les premières années, on s'imagine toujours que c'est la fin du monde, tu sais, mais... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce genre de production-là. Aujourd'hui, il y en a en masse. J'en ai en masse des jeunes qui viennent, puis même des gens en rue qui se partent là-dedans, puis... j'ai jamais eu de cachette, moi. Je lui donne les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette viande-là? Bien, quand on a commencé à manger ça, on va comparer au bœuf pour commencer. Dans un muscle de bœuf, vous avez du gras partout. Si on prend un muscle de cervidé, un wapiti, un orgnal, un caribou, un chevreuil, il n'y a jamais de gras dans le muscle. Si l'animal est super gras, le gras va être entre la peau et la carcasse. Alors, quand tu as un beau muscle, c'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas trop faire cuire la viande, parce que ça peut devenir sec si c'est trop cuit. Toujours, ça tombe à chaque année. Ça tombe à chaque année? À chaque année de super panache. Comme, ils tombent tout seuls. Si, mettons comme vous, là, si vous ne les couperiez pas, là, ils finiraient par tomber. Le wapiti, c'est aux alentours du 15 de mars. Le wapiti, il tombe parce que l'autre est en train de pousser. Tandis que sur l'orgnal, il va tomber au mois de janvier, février, puis il va commencer à pousser plus tard. Si j'ai besoin d'un de ces mâles-là, les gros mâles avec les panaches dans le champ, là, je vais partir tout seul avec mon VTT, puis ça va prendre à peu près 3 minutes, puis il va être rendu ici. Ah ouais? Ça, c'est moi qui ai fabriqué ça. C'est vous qui avez fabriqué ça? J'en ai pas fabriqué juste ça, j'en ai au moins 45, peut-être bien 50 de ça vendus à d'autres agriculteurs. C'est ça, vous en avez fait pour les autres? Oui. C'est vous qui l'avez inventé? C'est pour ça que je suis encore avec ma femme, parce qu'au lieu d'être dans la maison, je suis dans le garage. On ne pourra pas prendre un collier à bœuf, on va arriver dans les épaules ou on va passer en avant. C'est pour ça qu'on y va sur ce sens-là. Alors, aussitôt qu'il est rentré, parce que ça, il faut que ça passe par-dessus le dos de l'animal, et ça vient juste... OK, ça roule de même. Ça vient juste qu'il pogne en tête.
a vu des mâles tantôt avec des gros panaches qui avaient l'air très doux, mais rendu au 12-15 août, le velours va se détacher d'après les bois. Les bois vont devenir durs, sont prêts pour le combat. Autant comme ils sont gentils, ça devient des adversaires féroces. Alors, il faut apprendre à travailler avec ça. Parce que dans le temps du rut, on met un mâle avec un troupeau de femelles, il faut y aller dans le champ pour les nourrir. Mais avec le temps, on apprend à travailler avec ça, puis c'est faisable. Mais il faut faire attention. Et les petits arrivent au printemps, fête du printemps? La gestation de ça est de 8 mois. Moi, ici, ça a commencé le 14 de mai cette année, là. Normalement, ça commence entre le... Normalement, c'est 15-18. Cette année, ça a été le 14. Puis, à la fin de juin, il faut que ça soit fini. Parce qu'après ça, là, juste la différence d'un mois sur le bébé à l'automne, ça fait une très grosse différence. Parce que c'est durant la période que la femelle donne du lait, la période qu'il y a du bon pâturage. C'est là que le bébé prend du poids. Pour avoir fait toutes sortes d'expériences, il faut faire attention au maïs. Parce que le maïs, ça provoque la diarrhée sur les cervidés. Ah? On peut aller maximum 20-25 de maïs, 75 d'avoine. Moi, dans le fond, le plus gros avantage d'avoir de la relève, c'est que je vais pouvoir continuer tant que je vais être capable. Vous ne serez pas capable de lâcher ça du jour au lendemain? Non, moi mourir en travaillant, moi. C'est bien clair. J'aime ça. Mais si le jeune avait dit j'en veux pas, ben j'aurais été obligé de presque de fermer ça. Puis si tu vends ça à quelqu'un d'autre, ben t'es pas intéressé pas intéressant. Là, ça va être comme si c'était encore à moi. Je ne commencerai pas à lui demander la permission pour prendre le tracteur pour aller faire un tour sur le voisin. Là. Donc, ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, c'est d'être capable de travailler encore de vivre le plus longtemps possible, puis en santé. Bon, ben c'est ce qu'on pas en vous souhaite. santé, là. Mieux mourir demain matin. Bon, on vous souhaite la santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, bienvenue à l'Auberge de Canard Huppé. Ici Philippe, chef aubergiste à l'Auberge Le Canard Huppé, dans le cadre de l'émission La Voix agricole. Aujourd'hui, on vous prépare un tataki de wapiti, un peu façon asiatique, tout en subtilité, rien de trop puissant. Le wapiti étant une viande quand même très, très fine. On commence donc par un morceau de wapiti. On va baisser mon feu un petit peu. Donc, pour donner un peu plus de goût à cette viande, je commence avec de la coriandre de mon jardin. Étant donné que j'en avais trop, je l'ai fait sécher au déshydrateur. Donc, je vais juste la briser dans le fond d'une assiette. On va se rajouter quelques graines de sésame. Pas trop. Un peu de sel. Et poivre du moulin. Ça, on peut en mettre. On aime ça le poivre. Donc, je vais tout simplement tapocher un petit peu mon morceau de wapiti pour, dans le fond, le mettre en panade. L'enrober de tous nos ingrédients. Une fois que c'est fait, donc on prend ce morceau de viande qu'on va déposer dans une poêle. Donc, ça prend environ 1 minute, 2 minutes, dépendamment de la puissance de votre feu, pour saisir notre viande sur le pourtour. Donc, de tous les côtés, on va le saisir. Et, évidemment, grâce aux magies de la télévision, on en a un de près qui est ici. Pour vous, ce qu'on va faire, c'est que dans un petit plat, vous allez mettre un peu d'huile de sésame, du sirop d'érable. Vous voulez plus sucré, un peu plus de sirop d'érable, plus de sel, un peu plus de sauce soya. Un peu de sel, une échalote ciselée et une demi-gousse d'ail
qu'on va hacher. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre pièce de viande, une fois qu'elle a été saisie partout, on le met dans notre fond de bol. On va l'emballer, chaud, hein, bien important. On se met une assiette par-dessus avec un poids. Ça peut être de l'eau, ça peut être une canne de conserve et qu'on va déposer au frigo. Au bout de 4 à 5 heures, vous retournez votre pièce de viande et vous remettez le poids. Ce qui va nous donner donc une viande qui va être légèrement pressée au bout d'environ 8 heures. On est déjà prêt au montage. Vous voyez, donc la viande est cuite sur le pourtour, mais crue à l'intérieur. Donc, on va le disposer dans l'assiette. Et je me refais une petite garniture rapide, un peu de sirop d'érable. Dans le fond, on refait la marinade, mais je ne veux pas me servir de la marinade que je m'étais servi pour faire mariner la viande, le jus de cuisson et tout ça. Ce ne serait pas très, très hygiénique. Et je verse ça ici. Pour accompagner le tout, j'ai ici de côté quelques feuilles de roquette que je vais mélanger tout simplement dans ma marinade, ou plutôt ma sauce maintenant. Poivre qu'on va déposer sur le dessus. Et voilà! Tataki de Wapiti façon asiatique. Merci beaucoup, à la prochaine. Je voulais avoir un élevage qui était différent des autres élevages. Je savais que j'avais un emplacement aussi qui était beaucoup touristique. Fait que je voulais faire de l'agro-tourisme. Et puis, par hasard, je suis tombée sur l'alpaga. J'ai été visiter une ferme et puis j'ai acheté tout de suite. J'ai tombé en amour tout de suite avec une bête qui s'appelle Diva, que j'ai d'ailleurs encore. Puis c'est comme ça que j'ai commencé l'entreprise. Et là, depuis ce temps-là, ça a évolué beaucoup. Les premières années, ça s'est passé comment? Bien, au début, je voulais avoir juste une vingtaine de bêtes puis avoir une petite boutique pour le fun. Aujourd'hui, je suis rendue avec plus de 100 bêtes. Et puis, on est obligé d'agrandir la petite boutique. On a parti d'un cabanon à aller à un garage. Puis là, maintenant, on est dans le haut de l'étable, de l'ancienne étable. Et puis, maintenant, on a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent pour l'entreprise. Ils ont faim. La Millie, là, c'est une nanane. Hein? Je regrette pas mon choix. Je peux m'en occuper toute seule. Je ne suis pas obligée de... Au niveau des animaux, c'est très facile là, pour s'occuper seule. Je ne suis pas dépendante d'avoir du monde là, pour m'aider. C'est un animal qui est très facile. Je suis passionnée puis je veux toujours continuer. Je ne suis pas prête à me retirer, comme on dit tout de suite. Là. J'ai quand même parti l'élevage assez... j'étais rendue quand même à 44 ans. Fait que non, je ne regarde pas mon choix. Bon. Hey, ça grignote, ça grignote. Qu'est-ce qui est difficile? Parce que là, on vous entend, là, ça a l'air facile, mais il doit y avoir certaines difficultés dans ce milieu-là aussi. La neige. Ah, la neige! S'il n'y aurait pas de neige, ça serait... La neige ici, il y a beaucoup de neige. On est obligé de vraiment souffler les pâturages pour que les animaux sortent, parce que les animaux sont dehors à l'année longue. Fait que si on ne souffle pas le pâturage, ils ne sortiront pas à l'extérieur. Ça, c'est un petit inconvénient dans Charlevoix. Là. Moi, surtout, je suis située. Mais à part de ça, qu'est-ce que je peux trouver de difficile? Je suis chanceuse d'être dans une route touristique que le monde passe. Je ne peux pas dire que c'est dur pour moi là, au niveau de la vente des produits. La vente de l'animal a ralenti un petit peu au Québec par rapport à la récession qu'il y a eu aux États, tout ça. C'est sûr que quand j'ai commencé, ça a eu un impact. Mais on espère que ça va reprendre parce qu'aux États-Unis, ça a repris. C'est drôle!
c'est l'élevage le moins compliqué. C'est la moins compliquée. C'est un animal qui, premièrement, qui est propre, qui est fait dans une litière ou à l'extérieur, il va faire un ou deux spots là, qui vont se faire, puis ils vont aller pour faire leurs besoins là. Fait que c'est facile pour ramasser. Ça mange presque pas. Ça mange vraiment pas beaucoup pour un animal. C'est pas coûteux C'est un animal qui est très environnementalement responsable au niveau ça ne détruit pas les pâturages, ça n'a pas de sabots, ça a des ongles, ça n'arrache pas le gazon, le foin, ça le coupe, ça fait pas de bruit. Et puis, ça n'a presque pas d'odeur. Non, c'est ça, ça n'a pas d'odeur. Même à l'intérieur, là, ça Ouais. n'a pas d'odeur. Oui. Fait que c'est très facile. C'est rustique, fait que c'est jamais malade. OK. Très, très Ils ne rarement sont pas malade. fragiles là, Non. aux maladies. Non, puis, du tout, du tout. On fait une fois ou deux par année des crapauds pour les selles, pour voir s'il n'y a pas des parasites. Puis, c'est tout, là. C'est vraiment... on fait 2 vaccins par année. Puis deux vermifuges au printemps, puis au gel, puis au dégel. Les accouplements commencent au mois de mai, puis aller jusqu'au mois de septembre. Et en même temps, les accouplements, parce que c'est 1 an de gestation. Fait que c'est sûr que nous, on n'a pas de bâtiment chauffé pour avoir des animaux l'hiver, des bébés l'hiver. Fait qu'on s'arrange pour qu'ils aillent dans l'été. Après ça, bien, l'été, c'est sûr, nous, c'est notre grosse saison. On a les accouchements, les accouplements, la tonte. On a le tourisme qui commence, qui est dans la plus forte saison. Après ça, bien, on s'en va jusqu'au mois d'octobre que le tourisme finit, puis là, on embarque dans les marchés. Là, les marchés jusqu'à Noël. Rendu à Noël, dans le fond, là, janvier, février, mars, on a juste des soins aux animaux à faire qui est plus comme le coupage des ongles ou la taille des dents. C'est plus tranquille. OK. Mais tout est condensé dans l'été. C'est la première chose, les gens arrêtent à cause des animaux, en voyant les animaux. Puis en étant la boutique sur place, puis quand on leur explique, ils nous voient aussi, les artisans travaillent sur place, bien, ils voient tout de A à Z. Ils nous voient trier la fibre, ils voient l'animal dehors, on peut même leur dire certains articles, c'est qui? C'est quel animal qui est dehors, avec quoi qu'on a fait ce foulard-là ou ce chapeau-là. Fait que ça prend tout ça pour qu'on ait un succès. Là, comme là, elle n'a pas été triée, elle n'a pas été nettoyée, rien. Fait que, comme on voit, il n'y a pas d'odeur. Et puis, ça, c'est une fibre de mâle de 2 ans, c'est de Zotz. Puis, c'est ça. Nous, quand on la trie, qu'on va la nettoyer, on va enlever le plus possible des végétations dedans. Puis, la fibre qui est moins belle, qu'on dit, là, qui est autour, comme au niveau de la bédaine, qui est un petit peu plus rude, on enlève ça. Puis après ça, on met ça dans un sac, puis on envoie ça au moulin. OK. Puis là, ça, on le mouille jamais, ça? On la mouille pas pour la Non, laver ça, c'est le moulin qui s'occupe de ça. OK. On pourrait presque la filer. Si on voudrait, on pourrait la filer comme ça parce qu'elle est pas sale. Tu sais. Mais après ça, quand un coup qu'elle est filée, on peut laver la fibre. Là. Okay. Mais c'est une fibre qui n'est pas grasse. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de lanoline. Fait que c'est très doux. Mais ça, c'est une fibre de 2 ans. Quand c'est une fibre d'un bébé, là, d'un cria, là, ça, c'est plus long à nettoyer parce que c'est plus fin, puis les végétations, tout ça, ça pogne plus dedans. Et on voyait tout à l'heure aussi, bon, il y a des animaux qui sont plus peureux, d'autres qui sont plus affectueux. Ça dépend de quoi? C'est leur caractère avec lequel ils vont naître? Oui, il y a le génétique aussi, des fois, qui va embarquer. Là, la maman, souvent, si elle est calme, des fois, ça paraît, elle transmet à son bébé. Elle est calme avec l'humain, elle est pas peureuse, l'animal va être pareil comme elle. Quand on a des animaux stressés ou plus craintifs à l'humain ou des alpagas ils vont plus cracher, bien là, des fois, le bébé est un petit peu plus nerveux à cause que la maman est nerveuse. Fait que ça, on essaye d'éliminer ce trait-là
Quand nous, on achète des alpagas, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est le tempérament. Parce que des animaux qu'on n'est pas capable de travailler avec, c'est plate non plus. Même dans les alpagas, tout est une question de génétique. C'est tout le temps, pas oui. juste dans les autres productions animales, Non. c'est vraiment ici aussi. Oui, là. oui. Nous autres, c'est vraiment au niveau de la fibre qu'on va aller chercher, on va travailler génétique. OK. Vraiment, vraiment, oui. Ah, c'est bon. C'est ça qui est notre... faut atteindre... aujourd'hui, on peut dire que l'alpaga est meilleur que le cachemire. Parce Ouais, que le cachemire, comme lui, il est aussi fin, si c'est pas plus que du cachemire. Et puis, en plus, la laine d'alpaga, elle est plus résistante que le OK. cachemire. Elle ne retient pas les odeurs, que le cachemire retient les odeurs. Mhm. Fait que Ça a beaucoup d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages, oui. OK. Puis c'est hypoallergène. Fait que c'est d'avoir la meilleure qualité. OK. C'est un des meilleurs. Il y a au niveau de sa fibre, il y a une très, très belle finesse. Il est uniforme quand on ouvre. Au niveau, il faudrait que... Tiens, les dons. tu veux que je le tienne? Ouais, tiens. OK. Au niveau de sa fibre ici, il y a un bon crème qui est uniforme. Il est uniforme partout. Il y a une bonne densité. Au niveau de sa finesse, il est à 15 microns. C'est très bon. Puis qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aurait envie de démarrer une entreprise comme celle-là? C'est quoi le conseil que vous pourriez lui donner après votre expérience à vous? Là? Bien, le conseil que j'y donnerais, c'est que c'est sûr que, vu que c'est pas connu, il faut qu'il soit dans un emplacement que ça soit touristique. On ne se l'enlèvera pas parce qu'il y a du monde que je connais qui ont des fermes d'alpaga et la boutique ne fonctionne pas. Ils sont obligés de travailler à l'extérieur. Moi, je suis vraiment chanceuse. Je n'ai pas besoin de travailler à l'extérieur. Je peux travailler tout le temps ici, 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin d'aller gagner ailleurs mon argent. Il faut qu'il y ait un coin touristique ou sinon mettre beaucoup de publicité. Du marketing, il va falloir qu'ils en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup. En espérant que le marché d'alpaga, d'avant d'alpaga va monter. C'est un élevage... au niveau de la fibre d'alpaga, il y a encore beaucoup à apprendre. Au niveau de la fibre, il y a une place pour le marché de la fibre ici au Québec. C'est une fibre, on est un pays nordique. Ouais. C'est une fibre qui est très chaude. Tout ça, elle a toutes les qualités pour être dans un pays nordique. En terminant, qu'est-ce qui vous manque? Je sais pas, qu'est-ce qui me manque, que je vais te dire. À date, je suis comblée avec ce que j'ai. Puis, j'aurais pas, non, de continuer à évoluer, dans le fond, dans ce domaine-là, puis de faire partie de cette évolution-là. OK. Ouais. C'est bon. Ouais. Bon, on va vous le souhaiter. Bien, merci. Merci beaucoup. Bye. As-tu l'air en santé? Oui. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Et comme à l'habitude, je vous encourage à aller voir nos producteurs, à déguster leurs produits et à visiter leur ferme. Donc, vous pouvez déguster les produits de M. Bédard avec les Gibiers Québec. Et également, vous pouvez visiter la ferme de Mme Nathalie Poirier ici durant la saison estivale aux éboulements. Alors, je vous souhaite une très belle semaine.